Mais il y a cette pudeur aussi de montrer très peu les choses. On voit, et à un moment donné, ce qui m'a frappé, moi, c'est l'absence des dialogues. C'est tout à fait étonnant parce que j'ai l'impression que ça n'ajoutait pas grand-chose à ce qui était raconté. Et j'ai dit, c'est filmé à hauteur d'hommes ou des femmes. Mais vous savez qu'avant, les gens n'étaient pas bavards comme ça, comme aujourd'hui. En tout cas, surtout les Roms, les Manouches. Ils ne parlaient pas pour rien dire. Quand ils parlaient, c'est pour dire, viens là, fais ça, ou ça, on fait ça, ou ça. Mais on voit des gens, on voyait des gens, même jusque dans les années 60 ou 70, des gens dans les prés comme ça, avec des chevaux, pendant mon enfance aussi, et qui étaient accroupis comme ça devant les chevaux, avec leur bâton. Ils étaient 3 ou 4, ils ne disaient pas un mot. Et donc, avant, les gens ne parlaient pas comme ça. Ils étaient là, ils regardaient les chevaux brouter, ils regardaient le ciel, ils regardaient le vent, et le vent était là. Ils se regardaient des fois, ils fumaient. Des fois, ils disaient oh, donne-moi du feu, mais c'est tout. Mais les gens ne parlaient pas comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est moulin à parole. Bon, aussi, devant vous, je suis un moulin à parole aussi. Ça m'arrange, moi, ça m'arrange beaucoup. C'est normal, parce que je parle comme si j'écrivais. Et donc, c'était très important de revenir comme dans le passé, qu'on ne parle pas pour rien dire, quoi. Et donc, tout dialogue était justifié de quelque chose, d'un geste, en tout cas. Mais comment est-ce que vous avez fait justement pour reconstituer ces passés? Parce que ce qu'on voit, une époque, c'est une période révolue, et on voit ces tziganes, et on voit les outils qui s'utilisent, et j'ai compris même les fils de fer barbelés, c'est des fils barbelés de l'époque, donc vous avez retrouvé beaucoup de choses pour essayer de donner une vérité historique à tout ça. Par exemple, on a fait beaucoup fait attention aux costumes. Ouais, tout à fait. Et donc j'ai amené, il fallait faire attention, représenter les choses comme elles existaient surtout, et ne pas faire d'erreur, ne pas mettre un stylo bille, par exemple, en 1940. J'en ai vu dans certains films, un stylo bille comme ça, alors qu'il n'y avait que des plumes. Et donc il fallait surtout pas faire d'erreur comme ça. Et donc là, je suis allé avec la costumière du film, et je suis allé en Roumanie pour aller chercher les costumes, les vrais costumes des tziganes. Oui, donc on est parti avec la costumière en Transylvanie pour aller chercher des vrais costumes. Donc je suis allé, parce que je connais un village qui s'appelle Tchavash, c'est à côté de Cluj et Târgu-Mureș, et c'est vraiment un village qui est resté comme le Moyen-Âge. C'est un village qu'on aide un peu avec une amie à moi. Des fois on trouve un peu d'argent, on fait une route, on trouve de l'argent pour faire une route, enfin on essaye d'aider parce qu'ils sont vraiment dans une très très grande misère. Et donc je suis allé là-bas pour prendre leur demander s'ils avaient des vieux vêtements des années 40 de leurs parents, tout ça. Et je sais que les Tziganes ne jettent rien. En tout cas, ils ne jettent pas les costumes comme ça Et donc ils nous amenaient et on leur disait amenez-nous les costumes les plus pourris que vous avez, les plus abîmés. Et donc ils n'osaient pas. Donc il y en a qui arrivaient avec des costumes vachement beaux, très brodés, magnifiques et tout. Et je touchais, je disais ah c'est beau, c'est très bien, c'est très bien. Et la costumière, elle touchait comme ça le tissu, elle faisait non, c'est pas bien. Je disais pourquoi? Elle me dit c'est du nylon. Je dis attends, nylon. Non, ça n'existait pas en 1940. C'est du nylon, c'est en 1950, fin de 50, 60. Je dis, mais alors on s'en fout, on va pas écrire sur l'image que c'est du nylon. Elle me dit non, ça se voit. Ça se voit parce que les vêtements de l'époque étaient du coton. Et le coton, quand on le lave, on a d'abord des gens pauvres n'avaient qu'un seul costume, un pour l'été, un pour l'hiver. Et donc, quand on lave le costume en coton 3, 4, 5 fois, il déteint. Donc toute la couleur s'en va. Le rouge n'est plus saturé comme le nylon, le vert, tout ça est comme dans les films, comme disait, pas noir et blanc, mais des films désaturés. Quoi. Mais en même temps, je pense que là, l'artiste se pose la question de la dimension éthique. Comment est-ce qu'on filme tout ça? Quelle est la parole qu'on peut donner éventuellement à un nazi, en allemand? Donc aussi, c'est des questions tout à fait qu'on se pose avant de tourner un film comme celui-là. Bah oui, quand j'ai commencé à faire le casting, un petit casting de figurants un peu, et un petit personnage en allemand,
j'étais assis comme ça, puis un monsieur et deux, ils sont rentrés, et ils ont dialogué en allemand pour que je sache s'ils parlaient bien allemand. Parce que des fois, ils parlent allemand, ils parlent pas. Et là, c'était vraiment des vrais allemands. Non, ils ont commencé à parler, et à gueuler, et ça me faisait peur, vraiment. Ça me fait peur. Vous êtes mais attends, mais moi j'étais en Allemagne, j'étais à Berlin, j'étais partout. Et j'ai jamais vu parler comme ça. Quand on va dans un bar en Allemagne, ou à Munich, n'importe, et vous demandez un café, il vous dit oui, monsieur, bien sûr. Très bien, gentiment et tout. Et donc, je ne comprends pas cette gueulante comme ça, dis donc. Et ça me rappelait trop la grande vadrouille. Donc, je me dis, non, je ne vais pas faire ça. Il n'y a que dans la grande vadrouille où les Allemands parlent comme ça. Et il n'y a qu'en France où les Allemands parlent comme ça. Et ailleurs, ils ne parlent pas comme ça. Et donc, je me dis, je vais faire très, très attention de ne pas reproduire l'imagerie d'Épinal de l'allemand. En plus, c'était pas mon rôle. Le rôle du film, c'était pas aller humilier les Allemands ou humilier les Français qui gardaient, les Français, je veux dire, les gendarmes de Vichy qui gardaient les manouches derrière les filles de barbelés. Mon rôle, c'était pas du tout ça. Mais un film humain ne doit pas être un film qui juge. Ne doit pas un film qui balance. C'est pas un film qui balance comme une balance. Un film doit montrer, parce que c'est un projecteur de cinéma qui montre des images, et il doit juste montrer, et c'est aux spectateurs, aux gens, plus tard, aux enfants, peut-être dans 15 ans, qui verront le film, c'est à eux de juger. C'est pas le réalisateur, surtout pas le film, de juger, ou surtout de dire... Nous voulons maintenant des réparations, je sais pas quoi, tu vois. Il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que souvent on passe de quelque chose très rapidement, des choses graves, et vous cassez toujours ça pour passer à autre chose. Je donne un exemple. Quand on chante à un moment donné, Maréchal nous voilà, et à un moment donné, on passe aux feuilles mortes, je crois. C'est ça, non, hein? Autant des cerises. Autant de cerises, voilà. C'est tout à fait... C'est incroyable ça, parce que ça casse complètement tout ça. Oui, par rapport à la musique, mais surtout ce qui est... dans les films aussi, d'ailleurs. Et dans le film, mais surtout ce qui est magnifique, c'est qu'ils ne connaissent pas la signification de Maréchal nous voilà. Ah, oui. Ils aiment bien la musique, la mélodie. Et la maîtresse, elle est comme ça, d'ailleurs. Et la maîtresse est complètement crispée par rapport au fait de devoir le faire chanter. Et eux se l'approprient et ils en font un truc magnifique, une musique magnifique. Comme font les tziganes, en fait, à chaque fois, ils s'approprient les musiques partout où ils traversent en fait, le monde. Et ils les transforment, ils les tordent, ils les arrangent et ils en font quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils n'ont pas peur de la musique, ils n'ont pas peur d'aller de l'avant par rapport à cette musique, surtout de la transformer et d'en faire une musique qui leur parle avec la vigueur et l'énergie qui les caractérise. Donc, et après, le temps des cerises, c'est vraiment... Et en même temps, j'ai l'impression qu'on casse cette tension avec ça. Et vous les faites souvent, dans tous les films, vous cassez cette tension de cette façon-là. Oui, c'est l'absurdité. C'est ça qui est formidable entre les sédentaires et aussi les voyageurs de l'époque. C'est que il y avait une absurdité qui est drôle, franchement drôle. On donne une maison, tout d'un coup la maison devient une prison. On leur fait chanter une chanson alors qu'elle est très... je veux dire, une chanson qui fait mal au cœur, à l'époque sûrement, quand on était résistant, comme mademoiselle l'a dit, l'institutrice, qui est résistante et qu'elle doit être droite comme ça, et chanter Maréchal nous voilà, et surtout qu'un texte extraordinairement droit comme ça, comme des militaires. Donc c'est absurde tout ça. C'est cette absurdité qui fait rire dans le film. C'est l'absurde qui fait rire. Parce que c'est pas drôle. Mais non, mais c'est pas drôle, mais c'est... Ouais. Mais les enfants qui sont là et qui savent jouer de la musique, quand ils écoutent Maréchal nous voilà, ils voient un très très bon rythme. Ça fait une marche comme ça, comme la Poupe Manouche, ou la musique yiddish, qui est très très cadencée comme ça. Et c'est très très facile de rentrer dedans. De rentrer dedans et de faire tom, de partir et de faire la musique. Et donc pour eux, et en plus, ils voient pas de mal. Ils ne voient pas de mal à jouer de la musique dessus, et ils ne comprennent pas ce que c'est que cette guerre. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on leur veut. Même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, les survivants qui ont 95 ans, 105 ans, disent toujours, les manouches, pourquoi on nous a fait ça? Et pourquoi on continue à nous faire ça?
pourquoi. Ils ne comprennent pas le pourquoi. Non, mais justement, c'est ça. Quand on dit liberté, c'est quoi justement l'essence donnée à liberté dans ces cas-là? Parce qu'ils ont quitté l'endroit qui pouvait les sauver au nom de cette liberté qui pouvait les conduire à la mort. Donc, on voit justement... C'est très bien. Hein? Ouais, mais c'est très bien ce que vous dites, parce que là, je vais vous expliquer vraiment quelque chose de très juste. C'est que c'est pas une liberté qu'on voit comme ça, qu'on dit liberté. C'est pas ce que pensent les politiques en disant ils sont libres, ils vont faire la pagaille, ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. C'est une liberté qui est en rapport avec leur famille. C'est-à-dire que la famille qui ont 15, entre les parents, le grand-père, le mari, ils sont 15, cette liberté, elle est au sein de la famille. Et c'est quelque chose impossible de l'arracher. Et cette liberté n'est pas contre la société, n'est pas contre la politique qu'ils font eux. Elle est à l'intérieur d'eux. Et le fait qu'ils sont sauvés, alors qu'ils auraient pu rester encore enfermés dans le camp de concentration de Montreuil-Bellay, c'était à Montreuil-Bellay, le fait qu'ils partent un matin sans dire rien à personne et qu'ils partent pas pour être sur la route parce qu'ils sont la soif des chemins et tout. Non, ils partent pour aller retrouver la famille en Belgique. C'est cette liberté de la famille à famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever la famille. Ils partent au détriment de leur vie, au détriment de leur mort. Parce que ce qui se passe, ils vont se faire ramasser par les nazis. Et donc, ils partent en bravant le danger pour aller voir la famille. Et je vais vous raconter un truc qui s'est passé à Auschwitz. À Auschwitz, on enfermait tout le monde. C'est Simone Veil qui le disait. Et mademoiselle l'a dit aussi. Et madame l'a dit, la résistante. Et donc, on enfermait tout le monde. On séparait les femmes, les enfants, les hommes, tout le monde, sauf les tziganes. Et donc, Simone Veil disait, elle était séparée. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait tout le monde. Mais par contre, les camps des tziganes qui étaient en face, il y avait des gosses, il y avait des grands-pères, il y avait des hommes, ils étaient tous ensemble, des bébés. Mais parce qu'ils ne pouvaient pas les séparer. Une fois, ils ont essayé de les séparer et ça a foutu la révolution. Ils se sont révoltés. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'ils ont un rapport à la nature qui est très c'est fort et qu'on sent, que moi je le sens dans le film. C'est à Loche surtout qui représente ces rapports-là. Ils sont complètement en adéquation avec la nature, ils la respectent et ils vivent avec, ils en ont besoin et ça fait aussi partie de leur liberté et donc ça fait partie du voyage et ça fait partie de cette essence qu'ils ont de voyager pour pouvoir se sentir libre et justement par rapport aux pierres. De se réveiller le matin et de voir la nature, d'avoir toute cette possibilité de vie que représente la nature et non pas la pierre qui représente une sédentarisation qui ne veut rien dire pour eux en fait, qui est une panique. Et la mort pour eux. La mort, ouais. Donc quand on fait un film, on ne décrit pas toute une famille pour symboliser ce que c'est que l'âme tzigane par exemple. C'est très dur, très difficile. Donc il fallait un personnage à lui pour que je puisse le suivre, que la caméra le suive tout le temps, comme son ombre, et discrètement. Et donc, pour moi, j'ai écrit pour raconter ce que c'est que l'âme tzigane, comme par exemple l'histoire des mulots, l'eau, l'importance de l'eau, l'importance de la nature, l'importance du feeling aussi, le feeling quand ils voient arriver le malheur, l'importance quand ils voient arriver le bonheur, s'ils voient Petit Claude arriver à travers champs avec un baluchon rempli de jambon, pas de jambon, de gras double, ou je sais pas quoi, de la bouffe, des pommes et tout ça, du pain, ils le voient arriver, si tout de suite ils voient qu'un bonheur arrive. Parce qu'il connaît Petit Claude. Et donc il le prend dans les bras, il le soulève, il est content, il le tourne, il le fait valser à 1,50 m comme ça, et à un moment il sent qu'il y a du porc, du lard derrière le baluchon, dans le baluchon, et là il lâche le petit. Et le petit tombe de 1,50 m. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est viscéralement toujours en train en présence avec tout. Et s'il est toujours en train avec la terre, s'il se roule par terre, s'il va dans l'eau, c'est parce qu'il sent que cette terre-là va lui être arrachée. Voilà. Moi, j'ai trouvé cet enfant qui s'appelle Petit Claude, et c'est d'une beauté inouïe. J'ai l'impression de votre façon de les filmer, mais il est encore plus beau, ces garçons. Je ne sais pas si vous savez une façon particulière de filmer cet enfant. Lui, c'est toute la littérature depuis le Moyen-Âge sur les gitans. Et lui, c'est celui de l'ami des gitans, il y en a toujours plein de gens qui les aiment. C'est de bienveillants, il y en a toujours. Il y a une liste énorme de gens qui les ont aidés, qui étaient très près d'eux. Même Ulle Brunner les aimait beaucoup.
Et donc ces gens qui, depuis des années, depuis 1800, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud, tous ces gens-là, Cocteau, tous ces gens-là, et d'autres inconnus, je les ai symbolisés avec ce petit Claude. C'est un peu l'ami des Gitans. Moi quand tous mes films, c'est quand je fais des films, j'aime mes acteurs, j'aime mes personnages. Sinon, je ne filme pas. Même Pierre Pentecôte, je le filme sans le juger. C'est pas moi de le juger, comme je vous ai dit. Et c'est très important donc, de ne pas prendre forcément des gens beaux. Parce que franchement, vous les verrez, sans qu'ils soient dans le film, ils seront comme nous tous. Hein. Mais par contre, la caméra, elle a un regard. Elle a un regard aimant. Si elle n'est pas aimant, si elle n'est pas aimant, ça sert à rien. Donc c'est pas ma caméra, ça peut être la caméra de tous les autres. Mais ma caméra du film que je fais est une caméra aimant. Elle aime les gens, elle aime la nature aussi. Et je vais vous raconter un truc, c'est que quand j'ai fait mon travelling, comme ça, je voulais le faire et je voulais pas que les personnages qui étaient des figurants nous regardent comme ça, devant l'écran comme ça. Je voulais qu'ils se tournent un tout petit peu, c'est comme s'ils avaient pas honte, mais c'est comme s'ils se cachaient. Et aujourd'hui, devant l'église, juste à côté des Halles, il y a tous les, je sais pas combien, tous les soirs, il y a une queue incroyable de gens, peut-être 500 personnes qui attendent la soupe populaire. Il y a les mêmes images. Et quand vous les regardez, quand vous allez les voir pour regarder, parce que c'est frappant quand même, les hommes, pareil, ils font comme ça. Ils font pas comme ça. Ils font comme ça, dans le genre, ils n'ont pas honte, attention, mais ils n'ont pas envie qu'on les regarde, ils n'ont pas envie. Et donc il y a une dignité dans ça, dans ces images.